Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est ravis de se retrouver ici pour cette classe de maîtres avec Grégoire Marchal, qui est directeur de la distribution de KMBO. Bonjour Grégoire. Bonjour. Et on est ravis de t'avoir avec nous. Alors, KMBO cette année, ce sont les bijoux de famille du festival. Donc, c'est le distributeur que le festival a décidé de mettre à l'honneur, en projetant notamment 5 films du catalogue et puis aussi l'avant-première notamment du Corset. Et avec toi, on va passer 1 heure pour essayer à la fois de comprendre ce rôle de distributeur, de comprendre votre politique de distribution, parce que KMBO, c'est une jeune maison, vous allez fêter vos 20 ans l'année prochaine, mais exactement, ouais. Jeune maison de distribution on est par rapport à d'autres, assez éclectique, très tournée aussi vers la jeunesse. Donc voilà, il y a plein de sujets que j'ai envie et qu'on a envie d'aborder avec toi. La première question, elle est un petit peu plus large et assez simple finalement, mais comment toi, Grégoire Marchal, t'es devenu distributeur de films? C'est-à-dire, avant de parler de KMBO, à quel moment on se dit, il y en a qui veulent devenir pompiers, il y en a qui veulent devenir maîtresse. Toi, tu voulais travailler dans le cinéma et la distribution de films, c'était ton objectif? Il y avait de la lumière quand je suis rentré. Non, en fait, je suis là par hasard. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le métier, je ne savais même pas qu'un distributeur existait. Et en fait, je voulais travailler dans le cinéma, ça oui, parce que j'ai grandi avec les films et tout ça. Mais j'ai eu la chance Enfin, je remercie d'ailleurs Didier Costet de Swift, qui avait une société de distribution qui s'appelait Équation à l'époque, je crois que la société n'existe plus, qui m'a fait confiance voilà, pour travailler avec lui, et j'ai appris le métier comme ça. Et en fait, je me souviens très bien de mon premier jour, qui était le 23 août 2005 précisément. Et je sais que j'ai compris ce jour-là que c'était le métier que je voulais faire. Je ne le savais pas encore, et ça mêlait tout ce que j'aimais en fait, c'est-à-dire la communication, le marketing, l'aspect économique aussi qui est là, qui est très présent, et de faire vivre les films et de les montrer aussi au public. Voilà. Et c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un forcément très patient dans la vie. Et je compare souvent les relations qu'on a avec les films à des histoires d'amour. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a une histoire d'amour et puis elle se termine le jour de la sortie du film. Alors, elle se termine bien ou pas bien, ça dépend des fois. Mais elle se termine. Mais c'est des amouettes. C'est 3, 6 mois, des fois 1 an quand même. Mais le producteur, c'est plus long. D'ailleurs, il a plus de mal à décrocher qu'un distributeur. Mais lui, c'est 3, 6, 10 ans, et le réalisateur, je ne parle même pas. Et en fait, ça me plaisait bien, aussi cette rapidité dans le fait de ne pas s'attacher. Justement, en 2 mots, je ne sais pas si tout le monde sait exactement ce qu'est un distributeur de film. Je ne produis pas. Donc voilà, expliquez à quel moment vous intervenez dans la vie d'un film et votre rôle, vous avez commencé à l'esquisser, mais en quoi il consiste concrètement? En fait, nous, on s'occupe des films quand ils sont terminés, en gros, enfin, pour résumer. On va être là dès le début, dès le financement du film, parce que par exemple, un producteur ne peut pas monter un financement sans distributeur. Je parle aussi pour les films français, mais ça vaut du coup pour les films étrangers dans leur pays d'origine. Sans distributeur, un producteur ne peut pas avoir de financement du CNC, des régions, de Canal+, ou des chaînes de télé. Donc on est essentiel en fait sur la fabrication du film, mais on va dire qu'on on peut intervenir un peu sur le scénario, où on va donner notre avis s'il y a des choses qu'on veut, enfin qui nous semblent moins pertinentes, ou ce genre de choses. Pareil sur le montage du film, mais on n'est pas vraiment là sur la fabrication du film. Donc nous, on intervient après, c'est-à-dire qu'on va lancer les films, on va les lancer dans des festivals. Donc ça va être effectivement, pour les plus connus, Cannes, Berlin, Venise, Toronto. Pour certains films, par exemple Angoulême est très bien. Moi j'avais sorti, on en parlera peut-être, mais La vie de ma mère, qui était passé en 2023, qui a gagné le prix du public ici, enfin le Valois du public. Et ça a été une super rampe de lancement pour le film, derrière. Et après, on va définir toute la stratégie, donc communication, qu'est-ce qu'on met en avant. On va s'occuper de créer l'affiche, la bande-annonce, toute la campagne de pub qu'on va prendre dans les salles de cinéma, ailleurs, les partenariats, les tournées avec les talents. Et on va essayer de faire en sorte de donner envie, déjà que les gens connaissent l'existence du film, et de leur donner en plus envie d'aller voir le film. Et on va aussi bien sûr le programmer dans les salles de cinéma, derrière. Faire en sorte qu'il soit visible dans plus de salles possibles. Donc convaincre les exploitants de prendre le film. Convaincre tous les lundis matins les exploitants de garder le film. Donc voilà, à peu près. Et donc d'en faire un succès ou pas derrière.
avec des beaux succès, parfois des grosses déceptions, on aura l'occasion d'en reparler. Le cinéma, ça rate sauf quand ça marche. Hein. Enfin, c'est un peu la règle. Hein. Et surtout, je tiens à dire aussi que le distributeur prend énormément de risques financiers, beaucoup plus qu'un producteur. Parce que le producteur, s'il n'arrive pas à financer son film, bah, il ne le fait pas. Alors, il a dépensé de l'argent, bien sûr, pour le développement, pour tout ça. Mais nous, on investit des sommes plus ou moins conséquentes en fonction aussi du film et du potentiel qu'on juge du film. Et dans l'achat du film aussi, ce qu'on appelle un minimum garantie, ce qu'on met aussi à la base, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, le producteur gagnera cet argent-là. Enfin, mais on peut avoir des pertes abyssales sur des films. D'ailleurs, il y a pas mal de boîtes qui ferment après des énormes échecs en salle. Alors si on en vient à KMBO, vous allez fêter vos 20 ans l'année prochaine. Quand tu te lances avec Vladimir en 2007 pour lancer KMBO et pour créer KMBO, l'idée c'est quoi? C'est de se dire, bon, ok, il existe déjà des distributeurs, mais nous on a envie de faire ça autrement. C'est quoi la motivation de départ? Alors, pour la petite histoire, moi je suis arrivé 6 mois après la création de KMBO. Je n'étais pas à l'origine réellement de la boîte. Mais j'avais rencontré Vladimir, on avait discuté un peu de lui, comment il voyait la distribution, aussi les films qu'il avait envie de défendre, un peu le cinéma qu'il voulait montrer au public français. Et ça m'a plu, je trouvais ça bien, après que j'étais jeune aussi, j'avais 26, 27 ans, je le referai pas aujourd'hui, mais je trouvais ça bien de construire aussi une ligne éditoriale, de développer une boîte en fait tout simplement, et d'essayer de se faire une place sur le marché. Après, je pense que l'envie, elle était de faire découvrir des auteurs, elle était de travailler sur des films qui nous plaisent, tenter des choses, et peut-être qu'à l'époque, il y avait aussi moins de distributeurs, je pense, mais en tout cas, il y avait, c'est pas forcément qu'il y avait une place à prendre, parce que c'était pas l'idée, mais voilà, l'envie quand même de développer quelque chose en fait. Quand on regarde les bijoux de famille qui sont projetés cette année, Une famille syrienne, Entre les vagues, Le visiteur du futur, Arrêtez avec tes mensonges, La vie de ma mère dont on a parlé, c'est très éclectique. C'est quoi l'ADN de KMBO? Alors, l'ADN de KMBO, je pourrais dire les films qui nous plaisent, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais je dirais pas lesquels. Ils sont tous très bien, bien sûr. Non, je pense qu'en fait, j'aime bien dire qu'un distributeur, il doit s'adresser au public au pluriel. Donc en fait, finalement, mes goûts à moi, quelque part, on s'en moque un peu, parce que c'est toujours mieux quand on bosse sur un film qu'on aime, évidemment, mais au-delà de ça, l'idée, c'est vraiment d'arriver enfin, chaque film a son public, et c'est vraiment d'arriver à toucher ce public-là. Donc, en soi, moi, je considère qu'on peut très bien travailler sur des films, on va dire, plus commerciaux, d'autres plus RSC, des films d'animation, imagine qu'on y viendra aussi, mais s'adresser à tous ces publics-là différents, déjà parce que c'est notre fonction première, et aussi parce que même nous, dans le travail, derrière, c'est plus simple de s'adresser, par exemple, à quand vous avez un film, on va dire, commercial, vous allez vous adresser au multiplex, donc aux programmateurs des multiplex, j'entends. Quand vous avez un film RSC, c'est les salles RSC. Jusque-là, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Mais du coup, on ne les appelle pas au même moment, et surtout, on ne les appelle pas toutes les 3 semaines avec un film qui est équivalent à celui qui vient de sortir. Voilà, donc qui permet aussi un peu de diluer un peu aussi comment dire, de pas s'adresser au même public non plus, et donc de pas créer une sorte de saturation aussi pour ce public. Et là, malheureusement, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous allez au cinéma, enfin j'espère, au moins un peu, mais il y a un volume de films qui est quand même assez impressionnant, et vous ne pouvez pas tout voir, même les programmateurs ne voient pas tout, et les distributeurs non plus. Donc voilà, c'est aussi pour essayer d'éviter cette saturation-là. Il y a ça, et après il y a aussi un autre truc, par exemple, alors il n'est pas passé à Angoulême, parce que c'était pas un film francophone, mais on avait sorti un documentaire qui s'appelait Pour Sama en 2019, qui était sur la guerre en Syrie. Un documentaire vraiment incroyable. Enfin, c'est un journal de bord sur des rebelles en Syrie qui se font bombarder notamment par la Russie, déjà. Et moi, quand je vois le film, pour la petite histoire, le film a été présenté à Cannes, mais en séance spéciale, parce qu'il avait été dans un autre festival avant, enfin bref. Donc un peu passé, un peu inaperçu.
Et la vendeuse qu'on connaissait bien, la vendeuse du film, nous dit mes filles, regardez-le, ils vont bien et tout. Et en fait, je le regarde sur mon téléphone, pas bien, dans le train du retour de Cannes. Un peu crevé, un peu voilà. Et en fait, je suis resté collé sur mon téléphone pendant 1 heure et demie. Et en finissant le film, je dis à mon collègue, donc Vladimir, je lui dis écoute, je suis pas sûr qu'on gagne de l'argent avec, mais il faut qu'on le fasse. Parce que ce que ça dénonce, il faut que les gens voient ça en fait. Et c'est aussi un peu parfois notre rôle aussi, il est là-dessus, sur des sujets d'actualité ou pas, enfin sur des sujets quels qu'ils soient, de mettre l'accent dessus et de montrer. Bon, il s'avère que le film a été un gros succès, donc Il a fait plus de 100 000 entrées. Ouais, 120 000, je 120 crois. 000 pour un documentaire comme celui-là, c'est extraordinaire. On a fait des belles ventes télé, tout ça. Non, c'est bien. Mais tant mieux, parce que en plus le film était vraiment extraordinaire, donc c'était totalement mérité. Mais en même temps, on est content aussi de le faire, parce que quelque part, ça donne aussi du sens à ce qu'on fait. Au début, vous faisiez surtout du cinéma étranger. Pourquoi? Et puis comment s'est fait ensuite la transition Alors, on a commencé par le cinéma étranger parce qu'en fait, personne ne nous connaissait. Et que quand un producteur français venait nous voir, c'était parce que tous les autres avaient dit non. Et souvent à juste titre. Donc du coup, il n'y avait pas d'intérêt pour nous à travailler sur un film qui n'était pas, pour lequel on n'avait aucun, il n'y avait pas de, j'aime pas dire pas terrible, mais en même temps, c'était le cas. Donc en fait, on s'est plutôt dit, on va montrer nos preuves sur des films étrangers. Les producteurs français verront bien à un moment donné qu'on travaille bien, donc ils viendront nous voir. Alors ça a pris du temps, mais ils sont venus. Et ils viennent beaucoup maintenant. Alors justement, comment on choisit d'investir sur un film? À quel moment vous dites celui-là je le prends? Je pense par exemple à Une famille syrienne. C'est un huis clos tendu sur la guerre, qui n'est pas forcément un film très commercial. On ne se dit pas qu'on va forcément faire beaucoup d'entrées avec. Et comment on se dit, celui-là, j'ai envie de le défendre, j'y crois, j'ai une stratégie en tête et je sais que je vais réussir à en faire quelque chose? Là aussi, le sujet, je pense, était intéressant. Même si la guerre en Syrie était terminée, je pense, je crois. Non, non, pas encore, non, du tout. Il y avait ça qui était intéressant. Moi, je sais que mon discours que j'avais sur le film, c'était de dire... on met un visage aussi sur... Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de Syriens qui traversaient la Méditerranée pour venir en Europe, en fait, qui fuyaient leur pays. Et on parlait toujours des immigrés, on parlait toujours de... Mais il n'y avait pas de visage, en fait. Et ça permettait de mettre un visage sur ces gens-là et de comprendre aussi ce qu'ils vivaient là-bas, chez eux, et peut-être d'expliquer aussi pourquoi, quitte à mourir, autant essayer de traverser la Méditerranée pour essayer d'avoir une chance, quoi. Et je trouvais ça bien de montrer ça, et le film... quelque part, parlait aussi de ça. Et voilà, il s'avère que Philippe Vandeleu, le réalisateur, on le connaissait de son précédent film. Et voilà. Et donc, en fait, on y va aussi. Alors après, il y a des... Ça, c'est pour le côté un peu politique, engagé, tout ça. Puis il y a aussi la réalité économique qui fait que le film, dans sa production, on avait quelques filets de sécurité sur les subventions derrière aussi, ce qui nous permettait d'y aller aussi. Voilà. Parce qu'il était majoritaire belge et minoritaire français. Bon, après, je rentre dans les détails, mais c'est important pour nous aussi d'avoir cette sécurité-là derrière pour, effectivement, si ça ne marche pas, éviter de perdre trop d'argent. Est-ce que vous revendiquez chez KMBO l'idée qu'on ne parie pas la boîte sur un film, quoi? Non. En fait, quand on l'a fait, généralement, on s'est planté. Donc... faut mieux éviter. Voilà. Est-ce qu'il y a des films parfois que tu vois, que vous voyez ensemble, que vous adorez, mais vous vous dites en fait celui-là on ne saura pas le distribuer? Oui, plein. Ah oui, pour le coup, plein. Ça arrive, hein, mais ou alors c'est des films qui sont, on va dire, trop petits. Quand je dis petit, c'est pas par la qualité, mais par son potentiel en salle. Ou derrière maintenant, alors du coup on a commencé à 2 avec Vladimir, maintenant on est 15. Donc il faut faire travailler 15 personnes. Et des fois c'est compliqué de les faire travailler 3-6 mois sur un film pour derrière faire les faire bosser sur un film qui a un potentiel de 15 000 entrées. On peut le faire un peu, mais pas non plus tout le temps. Donc il y a une réalité économique qui est là aussi derrière, quoi. Il y a aussi, j'ai l'impression, souvent la volonté de défendre des premiers films. On parlait d'Entre les vagues, notamment. C'était, dans mon souvenir, un premier film, il me semble, à l'époque. Alors, c'est un faux premier film, c'est un deuxième film. Non, mais le premier, elle l'avait fait pour 10 000 €, autoproduit, enfin voilà. Mais donc, c'était un deuxième... Premier film et demi, on va dire. Pourquoi et comment vous repérez ces cinéastes-là et vous vous dites, eux, on a vraiment envie de les accompagner et de défendre leur travail?
alors entre les vagues, c'était c'était la productrice qui était venue nous voir en fait avec le projet. Le scénar était vraiment il était hyper prenant. Et on voit d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le film déjà, mais c'est une force dans le film qui est là, une espèce d'énergie qu'on avait déjà aussi à la lecture. Le fait qu'elle ait fait justement son premier film un peu à l'arrache, ça nous avait plu aussi. Et c'est important aussi de savoir se débrouiller sur un plateau parce que, notamment sur les premiers films, il y a quand même des réalisateurs ou des réalisatrices qui s'excusent d'être là et derrière, et qui n'assument pas forcément d'être réalisateurs. Et derrière, ça se sent un peu parfois sur les films. Là, le fait qu'elle avait fait ça, on sentait qu'elle savait ce qu'elle voulait. Voilà. Après, on rencontre généralement les réalisateurs, on discute avec eux, tout ça, mais en l'occurrence avec Anaïs, on avait bien discuté et aussi elle nous avait convaincus derrière. C'était assez clair dans sa tête ce qu'elle voulait faire. Et c'était une histoire très personnelle aussi, en plus pour elle. Donc il y avait tout ça qui était intéressant. Après, le film n'a pas bien marché, hein, je crois d'ailleurs. On s'en doutait un peu vu le sujet, mais c'était important pour nous de le faire quand même. Il y avait quelque chose qui était... Le film a été pris à la Quinzaine à Cannes. Alors c'était le fameux été 2021, voilà. Mais après le Covid. Mais oui, non, il y a des fois où... En fait, le fait de travailler sur des premiers films, c'est essayer aussi d'avoir des auteurs, essayer de les garder derrière après, ce qui est aussi des fois, parfois très compliqué. Enfin, de toute façon, il faut renouveler les réalisateurs. Parce que aucun réalisateur n'est éternel. Et à un moment donné, ils arrêtent. Donc il faut bien... Voilà, et si on fait pas... Et c'est pas les studios, c'est pas les streamers, c'est pas Netflix, tout ça qui mise sur des premiers, en fait. Donc il faut bien qu'il y en ait qui le fassent. Donc voilà. Donc après, c'est risqué, hein, bien sûr, parce qu'on a eu beaucoup de déceptions, évidemment aussi, mais comme tout le monde. Et on a aussi des très bonnes surprises, comme Entre les vagues, qui n'a pas marché, ou La vie de ma mère, qui pour le coup, lui, a bien marché en salle et qui est un premier film aussi. C'est plus dur de convaincre les salles et les programmateurs de salles sur des premiers films, justement, parce qu'ils connaissent pas forcément le réalisateur, ou est-ce qu'il y a une forme de confiance aussi qui s'installe dans la durée Je sais, en fait, ça dépend. Quand un réalisateur confirmé qui fait un mauvais film, et je ne citerai pas de nom, vous avez quand même une programmation qui est là parce que c'est lui ou elle. Parce que voilà, les exploitants ont un attachement particulier à ces auteurs-là. Voilà. Quand tu arrives avec un premier film, de fait, il n'y a pas cet attachement-là, il n'est pas là en fait. Donc il faut que le film soit bien. Si le film est bien, il n'y a pas de problème en fait. Que ce soit un premier ou un 15e, tant que l'émotion passe et que alors je parle du programmateur, de l'exploitant, parce que c'est la première barrière, on va dire, qu'on rencontre. S'il est ému et que voilà, il fera le film, parce qu'il a aussi lui cette passion du cinéma et malgré tout. Alors c'est de moins en moins le cas parce qu'il y a encore une fois il y a de plus en plus de films, donc c'est très compliqué d'arriver à programmer des films. Mais moi, je sais aussi que par le passé, ils savaient que le film allait pas faire grand-chose, mais ils avaient aimé le film, donc ils le prenaient, le film quel qu'il soit. Hein. Mais parce qu'il y avait cette volonté aussi de montrer ce cinéma-là. Voilà. Aujourd'hui, on est dans des considérations plus économiques et l'exploitant a de moins en et aussi de place dans les salles et l'exploitant a de moins en moins de latitude aussi, qu'elle soit, comme je dis, sur de la place dans sa salle et aussi financière derrière, pour justement aussi se faire plaisir à prendre des films qui malheureusement, même s'ils sont bien, on sait que derrière, le public pas suivre. Tu disais tout à l'heure que vous arrivez plutôt à la fin, entre guillemets, quand le film est fini. Là, on va découvrir dans le festival, et c'est un beau cadeau que vous nous faites, Le Corset, de Louis Clichy, film d'animation. Si vous n'êtes pas inscrit à la séance, croyez-moi, ça vaut le coup. Je crois que c'est ce week-end de tête ou vendredi, je ne sais plus, bref. Vendredi, il me semble. Oui, mais celui-là, ça fait des années que vous travaillez... Oui. Donc justement, c'est un peu contradictoire. Et pourquoi sur celui-là, il y a 4 ou 5 ans, vous vous êtes dit, OK, Louis Clichy, qui avait fait des Astérix, qui avait travaillé avec Alexandre Astier, on a envie de le suivre sur ce film d'animation-là? Parce que c'était super, tout était génial depuis le départ, même le teaser de 40 secondes était génial, le traitement était super, le scénar aussi, les producteurs sont géniaux. D'ailleurs, c'est aussi un premier film pour eux, parce qu'ils viennent de la pub et des jeux vidéo, mais du coup, ils sont de vrais bosseurs et je leur tire mon chapeau parce que vraiment, ils ont fait, voilà, ils ont rien lâché jamais. Et, ils étaient sûrs d'eux et c'est bien aussi d'ailleurs. Mais
mais après, on y va parce qu'on sent qu'il y a un potentiel sur le sujet. Le film se passe dans les années 80, dans la Beauce, chez des agriculteurs. C'est aussi ce qui est intéressant, d'ailleurs, c'est le passage de l'agriculture familiale à l'agriculture industrielle, enfin, productiviste, et ce que ça entraîne derrière aussi chez les agriculteurs. Et c'était intéressant d'avoir ça. On trouvait que et c'est vu à hauteur d'enfant, parce que l'enfant a à peu près 10 ans. Et le film, d'ailleurs, au final, marche là-dessus, c'est que ça s'adresse autant à c'est à partir de 7-8 ans, mais les adultes, ils trouveront leur compte largement. C'est pas un film pour enfants, c'est un film pour tout le monde. Et c'est rare, ce genre de film, en fait, d'arriver à toucher tous ces publics-là, parce qu'il y a différentes grilles de lecture, et que derrière, chacun va y trouver son compte, en fait. Et quand vous intervenez autant en amont dans un film, vous avez votre mot à dire Oui. sur le montage, Oui, comme le producteur. Mais ce qui était bien, justement, avec les producteurs aussi, c'est qu'ils nous écoutaient. Donc ça, c'est bien. Parce que c'est pas tout le temps le cas non plus. Mais non, on a vu des animatiques. Alors, l'animatique, c'est le montage du film, mais pas dessiné. C'est des images qui se suivent, en fait. Oui, et c'est des coups de crayon, surtout. Mais dès là, on a pu nous commencer à faire des retours, à dire voilà, mais ils étaient d'accord. Enfin, on était à peu près tous d'accord en plus sur les commentaires, donc ça c'est bien quand c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'on a pu, on en a dire, mais en fait au final après, ça arrive que sur les films, on donne notre avis, on donne des conseils, et on nous dit merci, et puis on change rien. Voilà, bon, ça arrive. Hein. Mais non, sur celui-là, on a pu, mais en fait, c'était déjà très bien. Enfin, c'était déjà très très bien. C'était vraiment du cosmétique après. Et qui peut-être ça a sûrement aidé aussi à renforcer le film, j'espère. Après, des fois, on se plante aussi dans ce qu'on dit. On ne donne pas des bons conseils, ça arrive. Hein. Mais oui, on essaye de voir aussi sur des... alors après, sur des films comme ça, c'est plus sur la cible. C'est-à-dire de pas avoir des trucs trop compliqués aussi non plus pour les enfants de 8 ans pour qui vont décrocher à un moment donné si ça rentre trop dans les... Voilà. Et en même temps, c'est arrivé aussi à jauger. Et nous, tout le travail qu'on va faire derrière aussi sur des films comme ça, on a effectivement les sorties en salle, mais il y a toute la vie d'après pour le film qui se passe aussi beaucoup sur des séances scolaires et ce genre de choses. Donc il faut qu'on ait aussi de matière à créer des documents pédagogiques. Et qu'on puisse apporter quelque chose aussi après aux instits et derrière pour qu'ils puissent travailler après avec les enfants en classe et pas juste aller voir le film en fait. On en parlera tout à l'heure, tout ce travail aussi sur les scolaires. Sur le corset, je crois que c'est Louis Clichy lui-même qui a dessiné l'affiche. Oui. Parce que ça, c'est aussi votre rôle de concevoir les affiches. Alors on l'a construit avec lui, c'est-à-dire qu'on a fait les propositions, on a dit vers quoi on voulait aller. Enfin, on n'a pas toujours été d'accord d'ailleurs sur des choses, mais oui, on l'a construit avec lui, mais c'est lui qui tenait à dessiner l'affiche. Mais en fait, il a dessiné ce qu'on voulait faire. Après, il était d'accord, bien sûr, avec la production. Bien sûr, tout ça, ce sont des discussions qui durent plus ou moins longtemps, mais c'était quand même sous notre impulsion. Après, enfin, bon, il y a une bonne entente. Donc en fait, on discute bien. Donc il n'y a pas forcément de discussion houleuse sur ce film pour l'instant. Il n'est pas sorti encore. C'est ça, il reste encore 2 mois. Parce que les affiches, nous, quand on les voit dans la rue, on a l'impression que ça va de soi. Mais il y a un enjeu énorme autour de la conception d'une affiche d'un film. Il joue une partie de sa carrière sur l'affiche, le film. Que ce soit affiche ou bande-annonce, en fait, nous, ce qu'il faut qu'on arrive à faire, il y a des infos, le temps d'attention d'une affiche, enfin du spectateur sur une affiche, elle est au grand max 2 secondes. Et encore. Donc faut en 2 secondes arriver à donner l'intention du film, quel genre c'est, le casting s'il y en a, et mettre en avant les choses, et que le titre soit visible, pour que les gens se souviennent du titre. Et que ce soit sur l'affiche ou la bande-annonce, c'est de dire au public, il faut rassurer le public tout en lui promettant qu'il n'a jamais vu ça. Donc en gros, c'est vous n'avez jamais vu ça, mais rassurez-vous, ça va bien se passer. Et
donc c'est compliqué parce que après des fois la matière on l'a ou on l'a pas, mais il y a certains codes qui rassurent les gens qui vont. Un code couleur par exemple, vous avez les affiches de comédie romantique, effectivement c'est fond blanc, titre en rose. Les comédies c'est titre en jaune avec le casting, enfin en gros. Et puis des constructions aussi sur les personnages aussi, sur l'affiche. Les films du Moyen-Orient, c'est 3 bandes avec 3 visages, qui se regardent ou pas d'ailleurs. Enfin voilà, c'est un peu... Mais ça permet vite au public d'identifier le type de film que ça va être et si ça va susciter ou pas pour lui un intérêt derrière. Il y a un exemple aussi que je trouve intéressant, c'est Le Visiteur du Futur, qui va être projeté en ciné-vélo. Il faudra pédaler. Normalement, s'il pleut pas, on y croit. Il faudra pédaler pour faire... produire l'électricité qui permettra au film de tourner et pour chasser la pluie. Ça, c'est un film, j'allais dire, et on en voit finalement de plus en plus des films qui se font comme ça. C'est-à-dire que c'est un auteur, François Descraques, qui arrive avec sa communauté de réseaux sociaux, d'internet, etc. et qui vous dit, ok, moi j'amène ma communauté, je vais faire un film. C'est devenu l'un des, si ce n'est votre plus gros succès, je crois. Hors animation, ouais. Hors animation. J'avais envie de vous entendre là-dessus parce que ça doit être déstabilisant pour un distributeur, parce que là, vous n'avez pas forcément les codes habituels de la distribution. Non, et surtout, moi, je ne connaissais pas du tout la web série. D'ailleurs, je n'ai toujours pas regardé. Faut que je le dise à François. Mais alors, pour la petite histoire, ce film-là, on est au Festival de Berlin en 2020, février 2020, et on croise le producteur qui nous dit qu'un distributeur les a lâchés sur le film et qui rentre en tournage un certain 16 mars 2020. Ils ne sont pas rentrés en tournage le 16 mars 2020, du coup, ils sont rentrés chez eux, comme tout le monde. Donc moi, pendant le confinement, je lis le scénario et je ne connais pas du tout l'univers de la série, rien, vraiment. Je ne sais même pas qui c'est. Et je trouve ça super, super drôle, et voilà. Donc je fais, allez, allons-y, faisons-le. Et donc le tournage est décalé d'1 an, et c'est vrai qu'après, François avait sa grosse communauté qui était là et qui attendait le film depuis, je pense que ça va faire 10 ans qu'ils attendaient le film. Et pour le lancement du film, on avait montré 5 minutes à la Japan Expo en juillet 21, du coup. Énorme succès, enfin voilà, c'était super. Et ça a lancé le film comme ça. On fait les avant-premières, on les lance vers le 15 août. On sort le film début septembre 2022. Donc on voit vers le 10 août à peu près, on lance les avant-premières. Et notamment une au Grand Rex. Alors, le Grand Rex, à Paris, c'est une salle qui fait 2500 places, je crois. Immense. Voilà. Il y a pas mal d'avant-premières, de grosses productions américaines. Et on lance la billetterie un 20 juillet. Et c'est complet en 3 heures. Donc, le cinéma ouvre une deuxième salle qui est complète aussi, pareil, très vite. Ils vont en ouvrir une autre. On va dire, stop, on arrête, ça, après, on n'aura plus personne à la sortie. Donc, faut quand même qu'on en garde un peu sous le coude. Et moi, j'avais l'exploitant qui m'appelait parce qu'ils avaient donc... on avait fait une grosse tournée. Mon équipe a super bien bossé là-dessus. On avait deux équipes, Nord et Sud, et ils faisaient 3-4 cinémas par jour. Enfin, voilà, c'est 70 dates au total. Et c'était plein, partout. C'est-à-dire que les exploitants m'appelaient en disant « Mais je comprends pas, je change de capa, c'est-à-dire de capacité de salle, de fauteuil, parce que et chaque fois, ça remplit. Alors, c'est bien, c'est un super lancement, parce que du coup, les exploitants y croient derrière. Et donc, pour la programmation, ça nous a beaucoup aidé. On a même eu une demande en mariage au CGR Blagnac. Voilà. Alors, j'y étais pas, moi, malheureusement. Avant ou après. Je pense avant le film. D'un couple qui était fan de fans de Visiteurs du Futur et qui... il a ou elle a, d'ailleurs, je ne sais même plus qui a demandé en mariage l'autre. Mais bref, voilà, non, c'était surréaliste. Et du coup, on avait fait la première séance au Hall à Paris, qui est un peu la référence aussi, qui est la première séance, il y a un peu un petit cérémonial qui se fait. L'équipe est venue, et on avait fait plus de 200 spectateurs à 9h. D'habitude, si on fait 20, on est content. Donc, voilà, non, c'était super. Et en plus, il y avait un truc pour le coup qui est intéressant sur ce film, c'était que les fans ont amené du monde au cinéma. C'est-à-dire il y avait une sorte de, je vais pas dire de quête, mais d'envie de montrer que ça marche, ces films-là, pour en avoir plus aussi après en salle.
Et donc ça, c'était intéressant aussi de voir que derrière, on voyait sur les réseaux sociaux qu'il y avait une vraie mobilisation de la communauté pour aussi faire découvrir l'univers du Visiteur du futur. Un autre exemple que je trouve intéressant, c'est Arrête avec tes mensonges, où là vous partez d'une œuvre et d'un roman connu, en tout cas qui s'est très très bien vendu. Alors là, à l'inverse, comment on travaille en essayant de capitaliser sur cette communauté de lectrices et de lecteurs? Est-ce qu'au contraire on repart presque de zéro et qu'on se dit ils viendront s'ils doivent venir, mais on va évidemment essayer d'élargir cette cible? Comment ça se passe le travail? Parce que ça arrive souvent que des œuvres soient adaptées, Ouais. ça marche pas toujours d'ailleurs. Comment on Non, travaille ça? et d'ailleurs, sur celui-là, c'était un peu déceptif au final. D'ailleurs, malgré les retours qu'on avait sur le film, on avait super retours, mais on a fait une énorme tournée avec l'équipe. Donc c'était chouette, que ce soit Guillaume Tonquédec, Victor Belmondo, Julien de Saint-Jean, Jérémy Gillet, et Guylaine Londaise, et bien sûr le réalisateur Olivier Payon. Ils ont vraiment mouillé la chemise, et on a fait beaucoup de dates, donc c'était chouette. Sur ce film-là, en fait, le problème quand vous adaptez un livre, c'est que les lecteurs ou lectrices ne sont pas forcément cinéphiles. Et donc, par exemple, je sais qu'on a eu beaucoup de messages de gens qui me disaient « mais le film ne passe pas dans ma salle ». Alors, il passe pas dans ma ville, alors, il passait, mais dans la salle à réessai, et pas au multiplex. Et du coup, il y a une espèce de barrière, apparemment, que les gens n'arrivent pas à franchir, d'aller dans la salle à réessai pour voir le film. Et on a été confrontés à ça, c'est-à-dire qu'on avait finalement un film qui était un peu entre deux, au final, et qui a quand même trouvé son public, hein, bien sûr, mais c'était pas une catastrophe. Mais on aurait pu s'attendre à plus, au vu de l'engouement qu'on avait sur le film, d'une manière générale. Vous parliez de La vie de ma mère. Il y avait ce casting aussi incroyable. Elle était en compétition à Angoulême. William Lebguil, Agnès Jaoui. Ce qui me permet de poser une question sur le casting, justement. C'est important. C'est important. Et vous, dans votre processus de décision, voilà, à quel degré et jusqu'où le casting est important dans la prise de décision de distribuer un film ou pas? Non, c'est important. Ça, évidemment, c'est important. Aussi parce que derrière, ça permet de définir des stratégies de sortie. Je vais prendre l'exemple de La vie de ma mère. On sait qu'Agnès Jaoui, elle a son public. On sait l'identifier, on va dire. Et donc, on sait comment lui parler aussi. Donc, voilà. Dans ce cas de figure, au-delà de... Alors, bien sûr, il y a d'abord l'histoire. Et il faut quand même qu'on y croit un peu au scénario et que ça nous emporte aussi. Bien sûr, on va dire que c'est l'élément principal. Après, le casting, alors ça dépend après aussi de l'ambition du film, de combien le producteur en veut. Je parle d'argent là. Et comment on voit un peu le potentiel du film. Et là, du coup, c'est important. Et des fois, on a des cas d'un casting qui ne va pas avec le public visé. Donc voilà, c'est aussi. Donc on peut aussi donner d'ailleurs des fois des conseils aux producteurs de peut-être sonder d'autres comédiens ou comédiennes qui pour nous irait plus dans le sens de l'histoire et du public visé derrière. Mais ça a bien sûr, ça a évidemment son importance. Je vais tenter une question à laquelle il ne répondra pas, mais vous allez me soutenir. Quand on dit le prix d'un film, ça va de combien à combien? Ça va de 0 à très cher. Non, mais ça dépend du film. Bon, moi, je peux dire les prix, c'est pas un problème. Hein. Mais Le Visiteur du futur, on l'a eu parce que comme il avait été lâché par un distributeur, on l'a eu sans minimum garantie. Il faut expliquer en 2 mots ce qu'est un minimum garantie. Un minimum garantie, c'est ce qu'on donne, en fait, une avance sur les recettes que le producteur va toucher quoi qu'il arrive. Si le film fait plus, il touchera plus. Si le film fait moins, c'est pour nous. Chaque place rembourse le minimum jusqu'à le dépasser. Voilà, c'est ça. Et en gros, voilà. Mais non, après, il y a des films, des fois, alors ça aussi, c'est dans l'évaluation des films sur le scénario, c'est un peu compliqué d'arriver à jauger le potentiel d'un film et de voir combien on peut y mettre. On fait nos petits calculs, un petit tableau Excel pour calculer aussi la rentabilité des films. Après, le problème, c'est de se projeter sur... c'est comme un appart où il faut faire des travaux, quoi. Il faut se projeter. Des fois, on se projette pas bien. On n'a pas vu la fissure du plafond. C'est ça, ouais. On a mal lu les AG de copro. Mais ouais, non, c'est...
Après, les prix, après, c'est aussi, on parlait tout à l'heure des risques, c'est-à-dire que nous, je pense si on est là encore aujourd'hui, c'est aussi parce qu'on... J'aime bien dire que je suis protestant, donc du coup, j'ai un sou est un sou. Et du coup, il y a des fois, on dit stop, parce que ça devient n'importe quoi. Et quand il y a on n'est pas les seuls distributeurs, malheureusement, et heureusement quand même, sinon on serait en URSS. Mais du coup, il y a une guerre entre nous, enfin une guerre, oui, on peut se battre pour plusieurs distributeurs peuvent se battre pour le même film. Donc c'est d'histoire de stratégie, d'image de boîte et tout ça, mais après, il y a quand même le nerf de la guerre, c'est l'argent, donc de toute façon, c'est aussi celui qui va mettre voilà, le plus. Mais il y a des moments où il faut savoir dire stop, en fait. Et on peut avoir très envie d'un film, mais il faut aussi, à un moment donné, raison garder. Et voilà, personne n'est mort de ne pas avoir sorti un film. L'inverse est moins vrai. On est à Angoulême, Festival du film francophone. L'importance des festivals, vous l'avez évoqué très rapidement tout à l'heure, mais dans la sortie d'un film, parce que quand vous montrez un film ici en avant-première, il y a le public, on sait qu'Angoulême est un festival de public, il y a évidemment la presse, il y a les exploitants de salles. Voilà, comment vous jaugez de l'importance de tel ou tel festival en fonction d'un film pour se dire, ok, celui-là, je l'imagine plutôt de le lancer à tel endroit, celui-là à tel endroit? On veut tous aller à Cannes, mais tous les films ne vont pas à Cannes. Une fois qu'on a dit ça, et encore, Cannes, ça peut aussi détruire des films. Hein, c'est pas non plus le Graal. Il y a des films comme par exemple La vie de ma mère, je trouve c'est très bien qu'il soit présenté ici en première. Parce que ce soit des festivals comme Angoulême, comme Saint-Jean-de-Luz par exemple, comme Valenciennes, il y en a d'autres, hein, mais on va dire que ce sont des festivals bienveillants. Déjà, c'est des festivals de public. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Voilà. Cannes, il n'y a pas de public. Non, c'est quasiment que des professionnels. Il y en a, voilà. Le fait que ce soit tourné sur le public, déjà, c'est bien parce que ça donne un premier son de cloche parce que les salles sont pleines et tout, mais ça donne quand même. On peut voir la vitesse à laquelle les salles se remplissent aussi, donc ça permet de voir l'attente et l'attractivité du film. Dans le cadre de La vie de ma mère, en plus, il y a le prix du public derrière, donc ça montre aussi que le film non seulement a tiré, et en plus a plu, au point de plaire, enfin, c'est celui qui a le plus plu, on va dire, en tout cas des votants. Donc c'est bien, et je trouvais que pour le coup, pour cette typologie de film-là, le festival se prêtait bien, et aussi ça rassure, d'autant que c'est un premier film en plus, donc le réalisateur est toujours stressé, bien sûr, et je trouve ça bien parce que ça lui permet de voir, notamment, enfin, beaucoup de gens dans la rue le croiser, comme il présentait, comme en compète, il n'y a pas 6 ou 7 fois, je ne sais plus, mais donc il présente à chaque fois, enfin voilà, donc le public le reconnaissait dans la rue, lui parlait du film et tout, et donc ça le rassure aussi sur la suite. Parfois, certains peuvent prendre la grosse tête. C'était pas son cas. Mais, exemple exemple, si, il y avait le réalisateur là de. Non, je dirais rien. Lui. Oui, voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça les rassure aussi beaucoup et c'est bien, ça les met en confiance pour la suite aussi derrière. C'est-à-dire qu'ils vont être aussi enclins à faire plus de dates, plus de tournées, enfin la presse, voilà, ça les rassure en fait, et ça c'est bien. L'exemple d'Arrête avec tes mensonges par exemple, toute l'équipe était venue, comme en plus le festival est à la fin de l'été, tout le monde est en vacances, tout le monde est content, bronzé, reposé, et ça crée une dynamique aussi derrière, parce que la sortie est finalement pas très loin derrière, et ça crée une dynamique d'équipe. Ça les ressoude, ils se retrouvent, ils ne sont pas vus depuis le tournage, donc il y a eu lieu 1 an avant à peu près. Donc c'est bien parce que ça recrée une osmose entre eux, ils sont contents de se revoir, et donc du coup là aussi ça donne une bonne image du film derrière. Et même après on les voit en interview, ils rigolent, enfin voilà, il y a un truc qui est un peu vivant en fait et qui est chouette, et ça leur donne envie aussi de défendre les films. Après, il y a aussi des films qui, malheureusement, ils font le tour du cadran, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils sont proposés, à Cannes n'en veut pas, puis Venise, Toronto n'en veut pas, puis Berlin n'en veut pas, puis ça se termine ailleurs. Je vais pas... Il y a aussi un élément important, évidemment, dans la sortie du film, c'est la date de sortie. On connaît tous cette anecdote sur les films que personne ne voulait sortir l'été jusqu'à ce que Les Dents de la Mer sortent et que les blockbusters américains et on a encore vu cet été d'ailleurs, Oui.
le succès de Nolan, incroyable, avec un film sorti l'été. Comment vous définissez une date de sortie ? On regarde la concurrence, on regarde aussi, pareil, les festivals. Déjà, la première festival, c'est que ce qui nous arrive des fois aussi sur des films, on a signé un film, on met du temps à trouver le festival qui lance le film. Et puis après, il y a le producteur qui nous dit bon, il faudrait sortir, si on peut sortir vite parce que j'ai des frais financiers. Oui, enfin bon, en même temps, nous, il est sur l'étagère depuis un moment, on attend la première et voilà. Non, la date de sortie, alors, on voit la concurrence évidemment, ce qui est de plus en plus compliqué parce qu'on a de plus en plus aussi de sorties sauvages décidées 5 semaines avant, qui se datent et qui du coup casse tout. Là, il y a eu le dernier cas, c'était De Gaulle 2 qui s'est avancé d'une semaine, donc ça a quand même posé problème. 2 semaines avant la sortie, ils décident d'avancer d'une semaine. Il y avait eu le Clint Eastwood aussi qui était sorti pendant la Palme d'Or à Nora, la même semaine, et qui du coup était décidé fin septembre pour fin octobre. Voilà, ça c'est quand même des problématiques qu'on a aussi. Et nous, on est là, on a nos investissements. Si on a un film au même moment, je veux dire, on a les investissements sont lancés, la pub est prise, tout est calé. On peut plus reculer, quoi. Donc c'est un peu contraignant. Ça, ce sont des aléas qui arrivent. Alors après, il peut aussi y avoir d'autres aléas, des grèves, la neige, les incendies. Voilà. Mais ça, on n'y peut pas grand-chose. Le Covid aussi, du coup. Après, sinon, il faut voir aussi un peu la tonalité du film. Il y a un truc, des fois, un peu bête de dire ça se passe en hiver, donc on sort en hiver. Effectivement, personne n'a tenté de sortir un film de Noël en juillet. Mais qui sait ? Peut-être que ça marcherait. Pourquoi pas ? On ne sait pas. Mais non, mais oui. Après, il y a aussi des films qui sont en fonction de leur thématique. Il n'y a pas trop le choix, quoi. Ou alors des fois, on essaye aussi de les raccrocher à des événements pour aussi travailler une cible plus associative ou plus. Je pense si vous avez un film, j'en sais rien sur la Shoah, on va essayer de se caler avec date anniversaire. Sur la Deuxième Guerre mondiale, pareil. Sur des bicentenaires ou des centenaires ou des dates anniversaires, ça peut être bien aussi. Sortir un film politique pendant des élections politiques, c'est une très mauvaise idée. Parce que les gens, on voit assez à la télé tout le temps, partout. Donc voilà, pas envie d'aller en plus au cinéma. Des fois, il y a des fausses bonnes idées comme ça. Mais après, des fois, on fait aussi en fonction des dispos des comédiens. Je vais faire un peu de promo. Je sors le film Rose avec Sandra Hüller le 9 septembre. Aussi BDI, je crois d'ailleurs. On a aussi choisi cette date parce que Sandra vient après-demain en France pour une journée de promo. Mais c'était important pour nous de la voir parce qu'elle a eu un prix d'interprétation à Berlin avec ce film. Le film est vraiment extraordinaire. Et je ne le dis pas de tous mes films. Et donc c'était important pour nous de la voir parce que c'est, je pense, son meilleur rôle de très loin. Et c'était important qu'elle vienne défendre le film. Du coup, on a aussi calé la date de sortie en fonction de sa venue. Voilà, ça c'est un exemple. Tu évoquais tout à l'heure le 9h, ce qu'on appelait le 9h des Halles. C'est-à-dire les Halles, c'est un cinéma hall à Paris qui faisait la première séance de tous les films. Et le nombre d'entrées est très scruté puisque la légende raconte qu'on sait, en voyant le nombre d'entrées au hall à 9h, si le film va marcher ou pas. C'est toujours le cas aujourd'hui, ça ? Ça dépend du film. Alors, si tu as un film d'horreur, un film d'animation, le 9h... ça ne veut pas dire grand-chose. Non, en fait, ça donne en fait une tendance. Ça donne des prémices, on va dire, sur effectivement déjà, est-ce que le distributeur a bien fait son travail et que les gens sont au courant que le film sort. Et ça donne encore une fois ce que je disais tout à l'heure, un peu sur l'attractivité du film et sur l'envie de voir le film. Est-ce que le film a été... ce qu'il faut savoir, c'est que le 9h des Halles, il y a quand même des... déjà, qui va au cinéma à 9h un mercredi première question. Des gens, vraiment. Justement, il y a une palette de gens complètement différents. Vous avez des cinéphiles qui ont leur petit programme, ils sont là avec l'officiel des spectacles, ils ont calé tous les films qu'ils vont voir. Il y a des gens qui ont des rendez-vous, mais qu'à 11h, et qui arrivent à Paris, ils sont là, ils vont voir un film. Il y a des étudiants, il y a un peu tout le monde, et il y a des retraités aussi qui se lèvent tôt. Et donc, on a un premier échantillon, on va dire, un peu sur
l'attractivité du film, voilà, assez différent pour pouvoir jauger de l'attractivité du film. Mais ce qu'il faut regarder, c'est pas tant le 9 heures que l'évolution dans la journée. Enfin, parce que tu peux très bien faire, je veux dire, 25-30 à 9 heures, ce qui est plutôt pas mal. Mais si tu fais 20 à 11 heures, 30 à 14 heures, 32 à 16 heures, 18 heures tu baisses parce que c'est pas le bon horaire la semaine, donc tu repasses à 20 et que tu fais un 35 à 20 heures, bah, c'est pas bien en fait. Donc ce qu'il faut, c'est que ça évolue. C'est-à-dire que ça monte tout au long de la journée sur les entrées. Donc faire effectivement 30 à 9 heures, 40 à 11 heures, 65, 70 à 14 heures voilà, et finir à plus de 100 à 20 heures. Alors KMBO, on a parlé du corset, vous faites beaucoup d'animation, vous avez aussi un label qui s'appelle Little KMBO, qui est la destinée plus aux enfants. Vous venez de racheter aussi GBK, qui était une boîte qui faisait beaucoup de films d'animation et qui en fait toujours. Qui fait toujours. Pourquoi vous avez pris ce credo-là d'aller justement sur du programme enfant, des cycles de moyen métrage pour enfants, travailler ce public-là spécifiquement? Pour plusieurs raisons. Il y avait un côté... je pense qu'à l'époque, quand on s'est lancé, il y avait un peu moins de concurrence sur ce créneau-là, déjà. Et au-delà de ça, moi, je trouvais ça intéressant et je trouve toujours intéressant d'ailleurs, de former les plus jeunes au cinéma. C'est-à-dire que j'aime bien dire que quand j'étais enfant, je pense que je ne suis pas le seul dans la salle, si je voulais voir un film, il fallait que j'aille au cinéma, ou alors après au vidéoclub. Et il n'y avait pas vraiment les films que j'ai mis au vidéoclub d'ailleurs, ou alors après attendre que ça passe sur une des 5 chaînes hertziennes. Donc en fait on allait au cinéma. Enfin, voilà. Aujourd'hui je vois ma fille qui a 9 ans, quand elle veut voir un truc, elle va sur un streamer et peut regarder ce qu'elle veut quand elle veut. Voilà. Donc dire à des enfants que si tu veux voir un film, il faut sortir de chez toi à un certain horaire, aller voir un film. Peut-être que tu verras pas parce que la salle est pleine. C'est compliqué en fait. Quand on voit qu'aujourd'hui ils regardent des films sur leur téléphone portable, c'est pas, le bel écran, le bon son, c'est pas un critère chez eux de choix. Donc c'est important de garder ce réflexe d'aller, cette habitude plutôt d'aller à la salle de cinéma. Et donc, avec des films pour enfants et des programmes de court-métrage ou moyen-métrage plutôt sur les 3-6 ans, on travaille aussi énormément avec les écoles pour justement inciter à des séances scolaires. On a un magazine qui s'appelle Séances scolaires qu'on édite, c'est un trimestriel, qu'on envoie gratuitement aux écoles. 30 000 exemplaires, je crois, à chaque fois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est une grosse logistique. J'en ai une personne à temps plein qui s'occupe de ça, d'ailleurs, du magazine. Et pas d'envoyer, de faire le magazine. Et on parle de tous les films. On ne parle pas que de nos films. C'est pas un outil promotionnel. C'est un vrai magazine à vocation pédagogique. Et ce qui permet aussi de démocratiser pour les écoles et un peu la séance de cinéma et d'inciter les écoles à organiser des séances de cinéma. Parce que vous avez un dispositif au CNC qui est super, qui s'appelle École au cinéma. Vous avez à tous les niveaux, maternelle, école, collège, lycée, qui est vraiment très bien, mais qui ne peut gérer que 15% des écoles françaises. Donc il y a quand même encore 85% des écoles qui ne vont pas du tout au cinéma. On essaie de voir à chaque école les contraintes qu'ils ont. La plupart du temps, c'est la location du bus qui coûte très cher. Et ce genre de choses, mais on essaye, parce qu'on s'est aussi rendu compte que, un peu comme un spectateur lambda, quand une classe va au cinéma, elle y retourne après, en fait. En sciences scolaires, j'entends. Après, peut-être dans leur vie de tous les jours, mais ça on ne sait pas. Mais donc voilà, pour nous, c'était important et aussi dans une société où on est quand même très dans l'uniformisation des choses, et notamment, encore une fois, je reviens, je n'accable pas les streamers, mais c'est vrai que c'est quand même un peu le même type de dessin qu'ils ont, tout ça. Nous, c'était important pour nous d'arriver à montrer une sorte d'animation différente, que ce soit en stop motion, en papier découpé, ce genre de choses, qui aussi éveille la curiosité et qui permet aussi de développer un peu le cerveau des enfants, et derrière avec énormément d'outils pédagogiques comme je disais tout à l'heure, pour permettre aussi aux instituts derrière d'aller travailler en classe après c'est les programmes de court-métrage avec des thématiques précises. C'est quand même une vraie volonté pédagogique derrière sur ces programmes-là. Il nous reste une dizaine de minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, madame.
En parlant fort, désolé, il n'y a pas de micro. Vous avez évoqué les restrictions économiques de ces dernières années sur les exploitants, etc. Sur la manière, est-ce que vous pouvez vous en dire plus? Est-ce qu'il y a des évolutions, notamment pour les exploitants, pour vous, en tant que distributeur, qui ont changé? Oui, forcément. En fait, nous, la plus grosse difficulté pour nous, elle est, je parle d'un point de vue distributeur, elle est que il y a énormément de films chaque semaine, et en fait, c'est pas tant le fait qu'il y ait beaucoup de films que de voir un peu comment se répartissent les entrées entre les films. Et on l'a vu surtout après le Covid, où il y a on va dire qu'avant, il y avait 2-3 blockbusters qui allaient prendre 60% de part de marché et on se partageait les 40% restants. Maintenant, ils sont plus autour de 70-80, donc on se partage moins. Et maintenant, les échecs sont de vrais échecs. Alors, ça vient et donc de vrais échecs financiers, du coup, derrière. Donc, il faut remonter la pente. Et j'ai un échec, quand on en a un, on prend l'ascenseur, puis on remonte par l'escalier. C'est plus long. Ça vient de... Souvent, en fait, le public apprend l'existence d'un film qui n'est plus à l'affiche. Et à contrario, quand on a des films comme le Suleiman ou le Rassoulov, dont j'ai oublié le nom, le Fer Sacré, ou 20 Dieux, par exemple, je parle de cela parce que c'est très marquant, c'était un peu au même moment en plus. C'est des films, en fait, qui ont une prime au succès, qui ont eu tout de suite du public, voilà, et en fait, les gens parlant des films, enfin, ils ont un peu, ces films-là, mangé les autres films à réessayer, parce que les gens ne parlaient que de cela, et donc le bouche-à-oreille se faisait sur ces films-là et pas sur les autres. Donc il y a une sorte de prime un peu au succès, tant mieux, parce qu'en plus, ce sont des bons films, donc très bien. Mais il y a eu, voilà. Et nous, on voit aussi un peu la valse des films en programmation, ou des films qui s'effondrent en deuxième semaine aussi. Parce que finalement, on ne s'adresse qu'à des cinéphiles, on n'a plus ce public qui est un peu occasionnel, curieux, qui ne vient plus au cinéma. Et qui, du coup, on a les cinéphiles qui vont qui vont voir 3 à 4 films par semaine, mais qui font ça chaque semaine avec les nouveautés. Donc en fait, nous, dès qu'on est en deuxième semaine, derrière, on s'effondre. C'est un peu ce qui est arrivé avec le film d'Olivier à Tech Mensonge. Au final, on a eu une bonne première semaine, mais la deuxième, on s'est effondré. Ce qui arrive souvent sur des films... voilà, pour à peu près tout le monde, quoi. Donc on a cette contrainte-là qui fait que globalement maintenant, on doit prendre en compte le fait. Enfin, nous, quand on fait nos estimations, on fait estime basse, moyenne, haute, comme tout le monde, quoi. C'est pas. Mais le bas est beaucoup plus bas et le haut est moins haut. Voilà. Et ça vient aussi du passage au numérique. Bon, ça date maintenant, parce que le numérique c'était en 2011-12 par là. Mais avant, avec le 35 mm, on avait des copies, on tirait les copies, puis on les faisait circuler entre les cinémas. Donc vous aviez ce qu'on appelait les continuations derrière. Et on prévoyait, quand on faisait la programmation, on prévoyait 3 ou 4 semaines d'exploitation dans la première salle. Et derrière, si ça souriait, que ça marchait, on retirait des copies, donc c'était pas un problème. Et sinon, parce que ça coûtait très cher une copie 35 mm. Et du coup, des fois, on avait l'exploitant le lundi matin au moment de la programmation. Il me demandait si j'avais une salle de suivi derrière. J'ai dit, non, je l'ai la semaine d'après, j'aurai telle salle. Ah bon, je te le garde encore une semaine, du coup, pour pas laisser la copie sur l'étagère. Ça, on n'a plus ça avec le numérique. Puisque de toute façon, on envoie un fichier, et puis voilà. C'est pas ça qui fait la différence fondamentale, parce que quand on arrive en fin de vie, s'ils arrêtent un film, c'est qu'il marche plus, voilà. Mais ça montre aussi une logique derrière, un peu de surconsommation et de volatilité, on va dire, des spectateurs sur les films et sur la vie des films derrière. Après, sur la partie exploitation, je ne vais pas avancer parce que je ne suis pas exploitant, mais je sais qu'ils ont dû faire face à des coûts d'électricité, notamment on va dire de frais de fonctionnement qui sont plus élevés aujourd'hui qu'avant. Rénovation de salles. Après, les projecteurs, c'est nous qui avons payé pour eux, hein, mais ils n'ont rien payé. Mais c'est vrai qu'ils ont aussi peut-être du mal à... Là, ils ont un super été, donc on est content.
Après, ils sont très dépendants de l'offre, évidemment, on l'a vu, mais ils ont... ouais, je pense qu'il y a soit il y a un besoin de moderniser les salles ou de... Enfin, j'ai pas parlé pour eux, enfin, ça m'embête de parler pour eux parce que je voudrais pas dire n'importe quoi, mais oui, on le voit aussi, mais des fois, enfin, on a des multiplex de 17, 18 écrans, et en fait, ils auraient besoin ils vivent avec 2 films. Le reste, c'est du cosmétique, en fait. Et généralement, je suis là-dedans. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame? Oui, moi, je voulais vous demander, en dehors de l'aspect économique, qu'est-ce qui vous différencie des autres distributeurs? Parce que là, vous avez parlé, par exemple, d'une éthique pédagogique. Et je crois qu'ils ont tous cette éthique pédagogique. Mais c'est quoi votre plus? C'est quoi votre spécificité? C'est parce que vous êtes sympa. Je sais pas. Ils font pas tous un travail aussi pédagogique. Non, je sais que les exploitants nous aiment bien. Je dis encore les exploitants parce que c'est eux avec qui on parle le plus, hein, évidemment. Parce qu'on est arrangeant, on n'est pas trop compliqué. Je pense qu'on a une capacité à voir aussi le potentiel de nos films. Ça ne va pas avoir des demandes extravagantes en termes de nombre de séances, de durée de programmation, ce genre de choses. On arrive à jauger un peu au juste milieu notre film, enfin nos films. On fournit plein de choses gratuitement aux salles. On essaye de faire au maximum, d'apporter au maximum à la salle des choses, que ce soit effectivement dans le cas d'une tournée, donc faire venir des équipes ou du matériel promotionnel, ou par exemple sur les films pour enfants, on a beaucoup fait des expositions, des planches en fait, que les exploitants affichaient dans leur hall, qui expliquaient la création du film, ce genre de choses. On est assez innovant. Par exemple, on a inventé. Alors, je parlais il y avait séances scolaires, mais on a un festival qui s'appelle Little Film Festival qui a fait sa 8e édition cet été. On travaille avec d'autres distributeurs. On propose des films justement pour les salles à réessayer, des films d'animation pour enfants. C'est un peu ce qui manque un peu l'été dans ces salles-là. Et c'est du catalogue hein, qui tourne, mais on thématise, on propose des choses. On a ce qu'on appelait les ciné gourmands aussi, où on fournissait du jus de pomme bio produit localement et des madeleines bio produites localement aussi, à des salles pour qu'ils puissent animer un goûter sur les films. Tout ça, c'est gratuit, donc ça nous coûte, enfin c'est gratuit pour eux, pas pour nous, non. Quand c'est gratuit, c'est quelqu'un qui paye quand même. Mais on le fait parce que c'est important aussi de faire vivre les salles et d'arriver à ramener du monde. Je sais qu'on après le Covid, on a fait énormément d'essayer de faire plein de choses pour justement dynamiser les salles. On s'est retrouvé heurté à des salles qui refusaient des classes parce qu'il n'y en avait que 4 et c'était 5 minimum, ou parce que c'était minimum 30 gamins, ils étaient 29. Enfin, bon. Ça, c'était un peu plus problématique, mais ça nous arrivait aussi. Mais voilà, on essaye quand même de faire ça. Alors après, est-ce qu'on est mieux que les autres? Je ne pense pas. Hein, non, vraiment pas. Chacun, plein de boîtes qui bossent très bien. Il n'y a pas de... je pense que de toute façon, dans ce métier-là, c'est tellement dur et tellement risqué financièrement que si on n'est pas bon, ça va se voir tout de suite et on va pas, fait pas long feu quoi. Donc j'ai pas l'impression d'être meilleur que les autres, pas du tout, même vraiment pas. Mais je sais pas ce qui nous différencie derrière quoi. C'est peut-être d'être. En tout cas, on essaye toujours d'innover, voilà, sur la façon de sortir les films et sur même la promotion et tout ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. J'ai une question. Avant, on parlait de salles pour sortir un film. Pardon? Avant, on parlait de salles pour sortir un film, un nombre de salles oui. sorties. Maintenant, dans les cinémas, on s'aperçoit qu'on peut voir un film, il n'y a peut-être qu'une séance ou deux dans la semaine, surtout en province. Je vous parle plus de province que peut-être de Paris. Je vais reparler pour Paris. Mais c'est quoi votre rapport? Vous demandez à quelle heure ils projettent le film qu'ils vont regarder? Parce que quelquefois, on a des films qui passent à 15h. Et un autre à 18h et il ne passe pas plus dans la semaine. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un changement d'échange? Oui. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure sur le nombre de films, sur tout ça. Il y a aussi les exigences de distributeurs sur la question, le nombre de séances demandées dans la semaine, ce genre de choses. Après, ça dépend de quand... est-ce que c'est en sortie nationale, c'est-à-dire la semaine de sortie du film, ou est-ce que c'est en 4e, 5e, 6e, 7e semaine? Après, à un moment donné, on ne peut pas non plus garder un nombre de séances énorme, sachant que le film a fait de toute façon moins d'entrées. Voilà. C'est de la négo, non? C'est de la négo, lundi matin. En fait, le lundi matin, les plans de sortie se font bien en amont, bien sûr, on prévoit à peu près, mais elles sont validées le lundi matin. Donc
Donc le lundi matin, en fonction des chiffres du week-end, enfin du mercredi au dimanche inclus, l'exploitant voit ce qu'il garde, ce qui rentre. Bon, il sait à peu près, hein, bien sûr, et après, chaque semaine, c'est de discuter effectivement de garder le film ou pas. Voilà. Généralement, quand il y a un 15h et un 18h dans la semaine, c'est qu'on est à la fin et que l'exploitant dit je te le garde quelques séances et tu lui dis ok et voilà. Mais c'est plus pour les retardataires et ce genre de choses. Mais c'est vrai que mais le problème, c'est plus le fait des fois, alors que le film marche bien, d'avoir une réduction de séance dès la deuxième semaine parce qu'il faut faire de la place pour les autres qui arrivent derrière. C'est plus là où c'est compliqué en fait. On va conclure, à moins qu'une dernière question. Allez, la dernière, oui. Oui, je suis d'accord avec vous parce qu'il faut déjà un bon scénario. Il faut aussi, au niveau des acteurs, des actrices, une certaine complexité, ça en rajouter. Parce que moi, je suis à la base comédien de théâtre amateur. Oui. Et non, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est un bon scénario. Et je dois dire une chose, c'est que souvent, nous, les scénarios qu'on reçoit, moi, je les trouve globalement, enfin pas globalement, c'est pas une généralité, mais c'est quand même très souvent, je les trouve pas assez aboutis. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, le développement, ça coûte cher. De développer un scénario, pour un producteur, j'entends, ça coûte cher. Et donc souvent, on a un peu l'impression que parfois, certains producteurs savent de toute façon qu'ils ne reverront pas d'argent après la sortie en salle parce que de toute façon le distributeur ne remontera pas d'argent et donc ils doivent vite rentrer en production pour effectivement toucher leur financement et ce genre de choses. Et les scénarios ne sont pas assez bossés, quoi. Et vraiment, ouais, ça coûte un peu, mais le développement, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que c'est vraiment quand on a un scénario bossé où on voit derrière que c'est souvent, enfin quand le scénario est bien, quand même globalement, le film derrière tient la route, quoi. Eh bien, merci beaucoup, Grégoire Merci. Marchal, de cette heure passée avec nous dans le cadre de cette classe de maître. C'est passé vite. Allez voir les bijoux de famille de KMBO qui passent dans les salles pendant ce 19e Festival du film francophone à Angoulême. Merci beaucoup. Merci.